Maman, ce serait mieux pour toi. Il a prononcé cette phrase sans me regarder. Mon fils, assis à la table de la salle à manger, celle que j'avais achetée 30 ans plus tôt, quand il faisait encore ses devoirs, à l'autre bout, les coups de plein d'encre et d'impatience. Aujourd'hui, il parlait doucement, comme on parle à quelqu'un qu'on juge déjà fragile. Une maison spécialisée, avec du personnel, de la sécurité. Il utilisait des mots neutres, soigneusement choisis. Pas maison de retraite, pas placement. Des mots lisses, presque rassurants. Je sentais pourtant la décision derrière la phrase. Non, lourde, définitive. Je suis restée silencieuse. Pas par surprise, pas par peur, mais parce que, dans cet instant précis, quelque chose s'est déplacé en moi. Un déclic lent, irréversible. Tu oublies des choses, a il ajouté. Et puis, tu es seule. Seule. Comme si cela justifiait qu'on décide à ma place. Comme si vivre sans conjoint, à mon âge, était déjà une preuve d'incapacité. Sa femme était là aussi, debout près de la fenêtre. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de parler. Son silence appuyait chaque mot de mon fils. Elle regardait dehors, feignant l'indifférence, comme si tout cela n'était qu'une formalité administrative. Je me suis entendue respirer, lentement. J'ai posé ma tasse de thé devant moi. Mes mains ne tremblaient pas. C'est cela qui m'a le plus surprise. Depuis quand? Aya, je demandai. Il a hésité une seconde. Une seule. On y pense depuis quelque temps. On. Ce pronom a résonné longtemps. Il se disait tout. Les discussions, sans moi. Les scénarios construits loin de ma présence. Les conclusions déjà actées. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'au buffet. J'ai ouvert un tiroir. J'y ai vu les papiers rangés, depuis des années, soigneusement classés. Mes factures, mes relevés, mes documents médicaux, tout était en ordre. Trop en ordre pour correspondre à l'image qu'il tentait de dessiner. Tu sais que je vais bien, a jeudi. Il a soupiré. Ce n'est pas ce que disent les choses que tu racontes parfois. Les choses que je racontais. Voilà donc la preuve. Des paroles rapportées. Des impressions. Des interprétations. Rien de concret. Rien de médical. Rien de légal. Je me suis tournée vers lui. Asa, as-tu vu un médecin? Il a détourné le regard. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Cette réponse m'a glacée. Parce qu'elle confirmait ce que je pressentais. Il n'était pas inquiet. Il était pressé. Et si je refuse? Ai-je demandé. Cette fois, il m'a regardé. Vraiment, il y avait dans ses yeux une tension nouvelle, mêlée d'agacement. Tu compliques les choses, maman. Et encore ce mot, compliqué. Comme si vouloir rester chez soi était une excentricité. Comme si défendre sa propre vie relevait de l'obstination. Je me suis rassise. Lentement. Tu veux me placer? Je dis. Pas comme une accusation. Comme un constat. Sa femme s'est enfin retournée. On veut t'aider, elle dit, d'un ton sec. Tu ne peux pas continuer comme ça. Comme ça. Sans définition. Sans preuve. Sans droit de réponse. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une proposition. C'était une trajectoire. Une pente douce vers l'effacement. Aujourd'hui, la maison de retraite. Demain, la gestion de mes comptes. Plus tard, peut-être, une tutelle. Mais ils avaient commencé à écrire mon histoire sans moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tenté de les convaincre. J'ai simplement dit « Je ne partirai pas ». Le silence qui a suivi a été lourd. Mon fils a serré les mâchoires. Sa femme a croisé les bras. On en reparlera, il conclut. Oui, on en reparlerait, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Ce jour-là, seul dans ma chambre, j'ai regardé les murs que j'avais peints moi à même. J'ai compris que ce qu'ils appelaient mon bien n'était pas ma santé. C'était mon indépendance. Et j'ai su, avec une certitude calme, que si mon fils voulait me placer quelque part, ce ne serait pas moi derrière des portes fermées. Ce seraient ses mensonges. Avant qu'il ne parle de maison de retraite, avant qu'il ne me regarde comme on observe un dossier à régler, j'avais été autre chose qu'une femme âgée à placer. J'avais été une épouse, une mère, une colonne discrète sur laquelle tout reposait, sans jamais vraiment le dire. Je me souviens très bien de la période où mon fils est né.
son poids dans mes bras. Sa respiration irrégulière. Cette peur immense, mêlée à une certitude absolue, je ferai tout pour qu'il ne manque de rien. À l'époque, je ne pensais pas en termes de sacrifice. Je pensais en termes de nécessité. Lester, on ne sacrifie pas quand on aime, on agit. Avec son père, nous avions construit notre vie sans luxe, mais avec constance. Une maison modeste, achetée à force de travail et de renoncements silencieux. J'avais mis de côté mes envies professionnelles, convaincue que j'y reviendrais plus tard. Comme beaucoup de femmes de ma génération, je croyais que le temps m'attendrait. Il ne l'a jamais fait. J'ai élevé mon fils dans l'idée qu'il devait être autonome, responsable, respectueux. Non, je voulais qu'il ait confiance en lui, qu'il sache décider, qu'il n'ait pas peur du monde. Peut-être ai-je trop bien réussi. Peut-être ai-je confondu l'autonomie avec l'oubli progressif de celle qu'il avait rendue possible. Afra, quand il est devenu adulte, je n'ai pas cherché à retenir sa place près de moi. Je n'ai pas exigé de visites régulières. Je me disais que c'était cela. Aimer sans enfermer. Le voir heureux me suffisait. Même quand son bonheur m'excluait un peu. Puis il a rencontré celle qui allait devenir sa femme. J'ai accueilli cette nouvelle avec un mélange de prudence et de bienveillance. Je savais combien les relations belle à mère, belle à fille peuvent être fragiles. J'ai fait attention à tout. Mes mots, mes silences, mes conseils non demandés. Je voulais être irréprochable. Je croyais que la discrétion protégeait. En réalité, elle rend invisible. Les années ont passé ainsi. J'étais toujours là, quand on avait besoin de moi, pour garder les enfants, pour aider ponctuellement, pour écouter. Je n'imposais rien. Je n'exigeais rien. Je pensais que cette posture serait reconnue comme une force tranquille. Personne ne m'a jamais dit merci de manière claire, mais personne ne m'a jamais reproché non plus d'être là. C'était une forme d'équilibre étrange, fragile, que je confondais avec de l'harmonie. Je continuais ma vie. Mes routines, mes lectures, mes rendez-vous médicaux gérés seuls. Mes comptes tenus avec rigueur. Rien ne justifiait l'image qu'on allait plus tard dresser de moi. Celle d'une femme désorientée, dépassée, incapable de se gérer. Et pourtant, rétrospectivement, je voyais déjà l'aiguisement, les décisions prises sans moi. Les phrases comme « On a pensé que ce serait plus simple. Tu sais, on va s'occuper de ça. » À chaque fois, je laissais faire. Non par faiblesse, mais par confiance. J'avais grandi dans l'idée que la famille ne trahit pas, que l'on peut baisser la garde sans risque. Maman, c'est cette certitude-là qui s'est fissurée. Avant d'être une femme qu'on voulait placer, j'étais une femme qui avait tenu debout, seule, pendant des décennies, qui avait pris soin sans compter, qui avait donné sans mesurer, et qui n'avait jamais imaginé qu'un jour, ses qualités seraient retournées contre elle, utilisées comme des preuves de fatigue ou de dépendance. En repensant à ma vie d'avant, je ne ressens pas de honte. Je ressens une lucidité tardive. J'ai confondu amour et renoncement, présence et effacement, paix et silence. Ce passé n'était pas une erreur, mais il expliquait parfaitement pourquoi mon fils avait cru possible, un jour, de décider de ma vie sans me consulter. Parce que, sans m'en rendre compte, je lui avais appris que je m'adaptais toujours. Et cette leçon-là, je commençais à comprendre qu'il allait falloir la désapprendre. Les premiers signes n'ont pas été brutaux. Ils se sont glissés dans le quotidien avec une douceur trompeuse, comme ces courants d'air, qui entrent par une fenêtre mal fermée et que l'on met du temps à identifier. Rien qui mérite une alerte immédiate. Rien qui justifie une révolte. Juste assez pour me faire douter de moi-même. Tout a commencé par des oublis. Des rendez-vous familiaux dont on me parlait après coup. Des décisions déjà prises quand je posais une question. On pensait que tu étais au courant, disait mon fils. Je souriais, gênée. Je me disais que la mémoire me jouait peut-être des tours. J'avais appris à me méfier de mes impressions avant de remettre en cause les autres. Puis il y a eu les phrases, toujours enveloppées de sollicitude. Tu devrais te reposer davantage. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas tout. On va gérer ça pour toi, d'accord? Donc, ces mots-là n'étaient pas méchants. Pris isolément, ils semblaient même attentionnés. Ensemble, ils dessinaient une image nouvelle de moi, celle d'une femme aménagée, à contourner, à protéger d'elle-même. Une femme dont la parole devait être filtrée, les choix allégés, la vie simplifiée, sans qu'on lui demande son avis. Je sentais la place se réduire. Pas physiquement, symboliquement.
On me proposait une chaise, plutôt qu'un rôle. Une présence, plutôt qu'une voix. Et je l'acceptais, par habitude, plus que par conviction. À table, les conversations changeaient de ton quand j'intervenais. On parlait plus lentement. On expliquait davantage, comme si chaque phrase devait être adaptée à mon âge supposé. Mais non, je devenais un public, plus qu'une participante. Un jour, j'ai surpris ma belle fille dire à mon fils, à voix basse. Elle se fatigue vite, tu sais. Je n'étais pas fatiguée. J'étais là. Mais ma présence ne comptait plus comme une preuve. Je me suis mise à anticiper, à parler moins, à ne plus poser certaines questions, à laisser passer des remarques qui m'auraient autrefois fait réagir. J'avais intégré l'AMBE, idée que la tranquillité familiale dépendait de mon silence. C'était devenu un réflexe. Les petites humiliations se sont accumulées sans jamais se nommer. On me demandait mon avis sur des détails anodins. Jamais sur l'essentiel. On me consultait pour la couleur d'un rideau, pas pour les décisions importantes. Juste, on me félicitait d'être raisonnable, ce mot que l'on utilise quand on attend, surtout que l'autre ne complique rien. Je riais parfois, pour alléger l'atmosphère. Le rire est une politesse apprise très tôt chez les femmes de ma génération. Il sert à masquer l'inconfort, à rendre acceptable ce qui ne l'est pas vraiment. Mais chaque rire me laissait un peu plus vide. Je me souviens d'un après à midi précis. Mon fils parlait de projets à venir. Il s'est arrêté net en me voyant entrer dans la pièce. On t'expliquera plus tard. AATA, il dit. Ce plus tard n'est jamais venu. Ce jour-là, quelque chose a cédé. Pas encore une certitude. Une fissure. J'ai compris que je n'étais plus incluse par défaut. Que ma place devait désormais être justifiée. Et qu'on se préparait, doucement, à expliquer pourquoi elle devait encore se réduire. Mais je me suis demandé si c'était cela. Vieillir. Être progressivement déplacé vers la marge, sous couvert de bienveillance. Être remercié pour sa patience, plutôt que respecté pour son expérience. Être aimé, tant qu'on ne dérange pas. Bon, je n'osais pas encore mettre des mots clairs sur ce que je ressentais. Je me disais que j'exagérais. Que je devenais susceptible. Que je projetais mes peurs. Cette auto-accusation était la dernière étape de l'humiliation. Me convaincre que le problème venait de moi. Et pourtant, une voix intérieure persistait. Discrète, mais tenace. Elle murmurait que ces signes n'étaient pas anodins. Qu'ils formaient une trajectoire. Que l'on prépare toujours les grandes décisions par de petites habitudes. Je n'étais pas encore prête à affronter cette vérité, mais je la sentais approcher, comme une ombre qui s'allonge à mesure que le soleil baisse. Ces humiliations silencieuses n'étaient pas des maladresses, mais elles étaient un entraînement, pour moi, à accepter moins, pour eux, à décider plus. Et sans le savoir encore, nous nous dirigions tous vers un point où le masque de la bienveillance tomberait. Là où l'on ne parlerait plus de fatigue, ni de simplification. Là où l'on parlerait de placement. La goutte d'eau n'a pas été une scène violente. Elle n'a pas pris la forme d'un cri ni d'un ultimatum. Elle s'est matérialisée un matin, dans une enveloppe blanche posée bien en évidence sur la table du salon, comme si elle avait toujours été là. Mon fils m'a appelé d'une voix neutre. On a reçu quelque chose pour toi. Pour moi. Déjà, l'expression me dérangeait. Comme si l'on avait pris l'habitude de filtrer ce qui m'était destiné. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur, un courrier imprimé, soigneusement rédigé, au ton administratif. On y parlait d'évaluation, de prise en charge adaptée, de sécurité. Des mots propres, polis, qui dissimulaient mal l'essentiel. Une démarche avait été engagée sans moi, pour envisager mon placement en établissement. Il n'y avait ni signature médicale, ni décision judiciaire. Seulement des formulations prudentes, des hypothèses, des inquiétudes présentées comme des évidences, et surtout, une phrase qui m'a figée. À la demande de la famille. La famille, sans précision, sans distinction, comme si j'en étais exclue par définition. Tu as fait ça? Ai-je demandé à mon fils. Il a hésité. Une seconde de trop. On s'est renseigné. A-il répondu. Ce n'est qu'une étape. Une étape. Vers quoi? Vers un lieu où l'on enferme la liberté, sous prétexte de protection? Sa femme s'est avancée. Tu ne te rends pas compte, a dit. Tu minimises tes difficultés. Mes difficultés. Lesquelles?
Elle n'en a cité aucune. Pas de chute, pas de diagnostic, pas d'oubli grave. Seulement des impressions, des ressentis, des interprétations, transformées en faits. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais ma voix est restée stable. Vous avez parlé à un médecin? Mon fils a secoué la tête. Pas encore. Mais on voulait anticiper. Anticiper ma disparition sociale. Anticiper ma mise à l'écart. Anticiper un avenir dans lequel je n'avais plus la parole. J'ai relu la lettre. Chaque ligne me semblait plus lourde que la précédente. Non, ce n'était pas une simple information. C'était une construction. Un récit. Mais celui d'une femme devenue incapable, raconté par d'autres, sans contradiction possible. Debourg, vous avez menti, et je dis, presque pour moi même. Ma belle fille a immédiatement réagi. Non, personne n'a menti. On a juste dit que tu avais besoin d'aide. Cette phrase m'a frappée par sa violence tranquille. Mais juste de l'aide. Comme si retirer à quelqu'un le droit de décider de sa vie n'était qu'un geste bienveillant. Je me suis assise. J'ai posé le courrier devant moi. J'ai senti quelque chose se rompre. Non pas en moi, mais entre nous. Une ligne invisible que je n'avais jamais osé tracer. Vous avez parlé à des services. Vous avez engagé des démarches. Vous avez décrit mon état sans me consulter. Et je énuméré. Savez-vous comment cela s'appelle? Ils se sont regardés. Aucun n'a répondu. Cela s'appelle me déposséder de ma voix. Le silence a été lourd. Pas un silence de honte. Un silence de calcul. Je voyais leur visage chercher une sortie, une justification, un moyen de minimiser ce qu'ils venaient de faire. On voulait éviter que ça devienne compliqué, a murmuré mon fils. Encore ce mot, compliqué. Comme si la justice, la vérité, la dignité étaient des complications inutiles. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était plus une incompréhension familiale. C'était une stratégie maladroite, mais réelle. Une tentative de m'enfermer dans un récit qui ne m'appartenait plus. Ils avaient commencé à préparer le terrain. Aujourd'hui, une lettre. Demain, un rendez-vous. Après à demain, peut-être, une décision prise pour mon bien, je me suis levée lentement. Cette lettre est fausse, et je dis. Et ce qu'elle contient est mensonger. Ma belle fille a levé les yeux au ciel. Tu exagères. Ce mot, encore une fois, pour effacer ma parole. Mais quelque chose avait changé. Je ne cherchais plus à convaincre. Je constatais. Je mémorisais. Je comprenais enfin la gravité de ce qui se jouait. Ils avaient franchi une limite. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas menacé. J'ai simplement pris la lettre, je l'ai pliée avec soin, et je l'ai rangée dans mon sac. Ils ont cru que j'acceptais. Que je me taisais encore. Ils n'ont pas compris que je conservais une preuve. Et qu'à partir de ce moment précis, ce n'était plus moi qui étais en danger d'être enfermé. C'était leur mensonge. Les nuits suivantes ont été longues, mais étonnamment claires. Je dormais peu, pourtant mon esprit n'était plus en désordre. Il observait, il reliait, il comprenait. La lettre reposait dans mon sac, puis sur ma table de nuit, comme un rappel silencieux de ce qui venait d'être tenté contre moi. Je me suis surprise à relire chaque phrase, à en décortiquer les mots. Évaluation. Sécurité. Prise en charge. Rien de brutal. Rien de juridiquement affirmé. Juste assez de flou pour ouvrir la porte à toutes les interprétations. Je comprenais maintenant la mécanique. On ne vous enlève pas vos droits d'un coup. On vous entoure d'un récit qui les rend inutiles. Je me suis demandé, quand j'avais cessé d'être crédible aux yeux de mon propre fils, était à ce le jour où j'avais ralenti le pas? Celui où j'avais refusé une aide financière? Ou bien cela n'avait-il rien à voir avec moi? Peut-être que, dans son esprit, vieillir signifiait automatiquement renoncer. Je me suis levée une nuit et j'ai allumé la lampe du salon. J'ai sorti un carnet oublié, dans un tiroir. Un carnet simple, aux pages lignées. J'y ai noté les dates. Les phrases exactes. Les attitudes. Non pour nourrir une rancune, mais pour établir une chronologie. J'avais compris une chose essentielle. Face au flou, il fallait de la précision. À mesure que j'écrivais, une certitude s'imposait. Rien, absolument rien, dans ma vie quotidienne, ne justifiait ce portrait qu'on dressait de moi. Je gérais mes rendez-vous, et mes comptes étaient équilibrés. Je faisais mes courses, je lisais, je décidais. J'étais seule, oui,
mais lucide, active, présente. Alors pourquoi ce récit? La réponse est venue sans colère. Parce qu'il était plus simple pour eux de parler de ma fragilité que de reconnaître leur impatience. Plus confortable de me présenter comme vulnérable que d'assumer leur désir de contrôler. Je me suis sentie envahie par une tristesse sourde. Pas celle d'être trahie. Celle-là, je l'avais déjà connue. Mais celle de comprendre que l'amour filial peut parfois se transformer en autorité déguisée. Et qu'on peut vouloir protéger en étouffant, aider en supprimant. Je me suis interrogée sur mon propre rôle. Sur les concessions accumulées. Sur les silences répétés. Avais-je, sans le vouloir, préparé le terrain? Peut-être. J'avais cru que céder évitait les conflits. J'avais confondu paix et soumission douce. Cette confusion m'avait conduite ici. À cet instant, j'ai cessé de me demander comment réparer la relation. La vraie question était devenue comment me protéger. Moi, je n'avais pas envie de crier, ni de menacer, ni de m'expliquer encore et encore dans une langue qui m'était refusée. Je sentais que toute discussion resterait enfermée dans leur récit. Émotion contre émotion. Fatigue contre fatigue supposée. Il me fallait autre chose. Un cadre. Une parole qui ne se dispute pas, selon l'humeur ou le rapport de force. Il me fallait le droit. Cette pensée ne m'a pas effrayée. Elle m'a apaisée. Comme si, enfin, je sortais d'un huis clos étouffant pour respirer à l'air libre. Je me suis rappelé ce que mon mari disait autrefois. Quand tout devient flou, il faut revenir aux faits. Les faits, je les avais. Les dates. Les preuves. La lettre. Les omissions médicales. L'absence totale de diagnostic. Je n'étais pas en train de préparer une vengeance. La salle. Je préparais une clarification. Et cette nuance changeait tout. Elle me permettait d'agir, sans haine, sans agitation, avec une détermination tranquille. Avant de me coucher, j'ai relu ce que j'avais écrit. Je me suis reconnue. Pas comme une victime. Comme une femme qui reprend sa place. Ce soir, j'ai compris que le combat ne serait pas familial. Il serait juridique. Et que, pour la première fois depuis longtemps, je n'aurais pas à me battre seule avec des mots que l'on retourne contre moi. Je savais désormais ce que je devais faire. Et cette certitude, loin de m'angoisser, m'a rendu étonnamment calme. Je n'ai parlé à personne de ce que j'allais faire. Pas par peur d'être contredite, mais parce que cette étape exigeait une concentration absolue. Il ne s'agissait plus d'émotions, ni de blessures familiales. Il s'agissait de faits. Et les faits demandent du silence. Le premier rendez-vous a été pris tôt le matin, dans un cabinet discret, loin de mon quartier. J'avais choisi un avocat spécialisé dans la protection des majeurs. Pas pour attaquer, pour comprendre. Dès les premières minutes, il m'a posé des questions précises. Mon âge, mon autonomie, mes antécédents médicaux, les démarches déjà engagées par ma famille. Je lui ai montré la lettre. Il l'a lue attentivement, sans commentaire immédiat. Puis il a relevé les yeux. Il n'y a ici aucun fondement médical. AATA, il dit. Et surtout, aucune décision judiciaire. Rude. Ces mots ont eu sur moi un effet presque physique. Ils ont déplacé le poids que je portais depuis des semaines. Ce n'était pas une impression. Ce n'était pas un ressenti exagéré. C'était un fait. On avait parlé en mon nom sans droit. Nous avons tout repris dans l'ordre. Mes capacités, mes comptes, mon logement, ma gestion quotidienne. Il m'a demandé si quelqu'un détenait une procuration. J'ai répondu non. Il a hoché la tête, satisfait. Tant que vous êtes lucide et volontaire, personne ne peut décider à votre place. Cette phrase, je l'ai notée dans mon carnet. Elle est devenue mon point d'ancrage. Les jours suivants, j'ai rassemblé les documents, relevés bancaires, factures, attestations, ordonnances. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant. Pas pour me justifier. Pour établir un constat clair. Il m'a examiné longuement. Il a noté mon orientation, ma mémoire, ma capacité à comprendre et à décider. À la fin de la consultation, il m'a regardé avec gravité. Vous êtes parfaitement apte à ATA, il dit. Puis il a ajouté. Et vous avez bien fait de venir. Ce bienfait m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Il validait non seulement mon état, mais aussi ma démarche. Avec l'avocat, nous avons préparé un dossier. Précis, structuré, sans accusation excessive. Juste des faits,
aligné avec rigueur. La lettre reçue. L'absence de diagnostic. Les démarches engagées sans mon consentement. Et surtout, l'impact potentiel sur mes droits. En parallèle, j'ai sécurisé ce qui devait l'être. Mes comptes. Mes documents personnels. J'ai désigné, par écrit, une personne de confiance, quelqu'un extérieur à la famille, choisi par moi, librement. Ce geste, simple en apparence, m'a rendu une maîtrise immense. À la maison, je n'ai rien changé. J'ai continué à vivre comme avant. Polie. Discrète. J'ai même laissé croire que la lettre m'avait ébranlée. Ce masque de vulnérabilité rassurait. Il confirmait le récit qu'il s'était construit. Il ne se doutait de rien. Pendant ce temps, chaque pièce du puzzle se mettait en place. Sans précipitation, sans éclat. La loi avançait à son rythme. Et ce rythme me convenait. Il n'avait rien d'émotionnel. Allô, il était méthodique. Inévitable. Je n'éprouvais aucune jubilation. Pas de désir de punir. Seulement une détermination calme, presque froide. Celle d'une femme qui refuse que sa vie soit racontée par d'autres. Je savais que le moment viendrait où tout cela serait exposé. Où leurs paroles seraient confrontées à des preuves. Où l'on demanderait des comptes à ceux qui avaient parlé à ma place. Mais je ne pensais pas encore à cette confrontation. Je pensais à moi, à ce que je voulais préserver, à ce que je refusais de perdre. Cette préparation n'était pas une revanche au sens classique. C'était une reconquête. L'homme, une manière de reprendre pied sur un terrain que l'on m'avait retiré, sans débat. Et chaque soir, en refermant mon carnet, je ressentais une certitude nouvelle. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne serai plus jamais seule, face à leurs mots, parce que désormais, ce n'était plus des impressions contre des impressions. C'était leur mensonge. Face à la loi. La convocation est arrivée un matin gris, dans une enveloppe officielle que mon fils a ouverte avant moi. J'ai vu son visage se figer. Pas de surprise franche, plutôt cette crispation de ceux qui sentent que quelque chose leur échappe enfin. C'est sérieux? A Théaïl murmuré. Je n'ai pas répondu. Je connaissais déjà le contenu. L'avocat m'avait prévenu. Une audience. Un juge. Juge. Des pièces à produire, des déclarations à confronter, rien de spectaculaire. Juste la vérité, déposée dans un cadre où elle ne peut plus être contournée. Le jour venu, je me suis présenté calmement. Tenue simple. Dossier complet. Je n'avais rien à prouver de plus que ce que j'étais déjà. En face, mon fils et sa femme parlaient bas. Je reconnaissais cette agitation nerveuse. Celle de ceux qui s'attendaient à gérer une situation familiale. Pas à devoir répondre devant la loi. Quand le juge est entré, tout a changé. Le langage, le rythme, les postures. Ici, on ne parle pas d'intention, mais de fait. On a lu la lettre. On a demandé qui l'avait rédigée. À quel titre? Sur quelle base médicale? Mais les réponses ont hésité. Des phrases floues. Des on pensait que. Des on avait l'impression que. Rien de concret. Rien de vérifiable. Puis mon avocat a pris la parole. Peu de mots, mais précis. Il a rappelé l'absence de diagnostic. Les démarches entreprises sans mon consentement. Le caractère mensonger de certaines affirmations. Il a produit le certificat médical, les attestations, les relevés prouvant mon autonomie. Je regardais mon fils. Il ne me regardait pas. Il fixait la table, comme s'il cherchait à disparaître dans le bois poli. Sa femme, elle, tentait encore de garder contenance. Mais son assurance se fissurait à mesure que les questions devenaient plus directes. Avez-vous déjà constaté un acte mettant votre mère en danger immédiat? Silence. Avez-vous consulté un médecin avant d'engager ces démarches? Un non à peine audible. Avez-vous informé votre mère de vos intentions? Cette fois, le silence a été total. Le juge a pris quelques minutes pour relire le dossier. Puis il a levé les yeux. Oui, madame est manifestement apte, attribuait-il déclaré. Les démarches engagées à son encontre reposent sur des éléments inexacts. Ces mots ont résonné longtemps. Inexacts. Pas maladroit. Pas excessif. Inexacts. C'était la manière la plus calme, la plus ferme de dire mensonger. Ah, il a ordonné que toute procédure envisagée soit immédiatement suspendue. Que les documents transmis soient placés sous scellés.
que toute nouvelle initiative de ce type passe désormais par un contrôle strict. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas soupiré. Je n'ai pas cherché le regard de mon fils. Je me contentais d'écouter. Chaque phrase rétablissait un équilibre que l'on avait tenté de rompre en silence. Quand l'audience s'est terminée, mon fils s'est approché. Je voulais juste. Je l'ai interrompu d'un geste doux. Ce n'est plus le moment, ai-je dit. Sa femme n'a rien dit. Son visage avait perdu cette certitude tranquille qui me avait tant blessé. Elle évitait désormais mon regard. En sortant, j'ai respiré profondément. Même pas de triomphe, pas de revanche éclatante. Juste une sensation nette, celle d'avoir repris ma place, sans écraser personne. Le piège s'était refermé non pas parce que je les avais piégés, mais parce qu'ils s'étaient pris à leur propre récit. Celui qu'ils avaient construit sans moi, en croyant qu'ils ne seraient jamais confrontés à des faits. Ce jour-là, je n'ai pas gagné contre mon fils, j'ai gagné contre le mensonge. Et cette victoire-là, silencieuse, précise, encadrée par la loi, avait une portée que personne ne pourrait plus jamais minimiser. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce changement ne me faisait pas peur. Il me rendait libre. Après l'audience, rien ne s'est réglé. Les décisions juridiques ne recollent pas les morceaux d'une famille. Elles éclairent seulement ce qui était déjà fissuré. Le silence s'est installé, épais, chargé d'une gêne nouvelle. Un silence différent de ceux que j'avais connus auparavant. Celui-ci n'était plus imposé. Il était subi. Mon fils a tenté, les premiers jours, de faire comme si tout pouvait reprendre sa place. Des messages brefs, des phrases prudentes. On peut se parler calmement. On a tous été un peu dépassés. Des mots qui cherchaient une zone neutre, un terrain où l'on n'aurait plus à nommer ce qui avait été fait. Mais il n'y avait plus de terrain neutre. Je sentais chez lui une fatigue étrange, mêlée de honte et de justification. Il oscillait entre le regret et la défense. Par moments, il parlait comme un enfant pris en faute. À d'autres, comme un adulte qui s'estime incompris. Cette oscillation me faisait mal. Mais elle me confirmait aussi une chose. Il n'avait pas mesuré la gravité de ses actes avant qu'il ne soit exposé à la lumière. Sa femme, elle, s'est refermée. Une fermeture nette, sans détour. Plus de sourires de façade. Plus de tentatives de normalité. Elle évitait désormais toute rencontre. Son silence n'était pas de la pudeur. C'était un refus. Refus de reconnaître, refus d'assumer, refus d'être contredite par des faits. J'ai appris, par bribes, que des tensions s'étaient installées entre eux. Des reproches murmurés, puis plus francs. Tu es allé trop loin. Tu m'as mis dans une situation impossible. Les mots circulaient, mais je n'étais plus au centre. J'étais devenu le point autour duquel la vérité tournait, et cette vérité dérangeait plus que ma présence ne le avait jamais fait. Certains membres de la famille ont pris leur distance. D'autres ont cherché à comprendre. Quelques-uns m'ont appelé, tardivement, pour dire qu'ils ne savaient pas. Cette phrase m'a frappé par sa légèreté. Ne pas savoir est souvent une façon de ne pas regarder. Et là, je ne leur en voulais pas. Mais je ne les rassurais plus non plus. On a tenté, subtilement, de me faire porter une part de responsabilité. Si tu avais dit les choses autrement. Si tu avais été plus souple. Je n'ai pas répondu. Je connaissais désormais ce mécanisme. Déplacer la faute pour éviter de la nommer. Je n'avais plus l'énergie, ni l'envie, d'entrer dans ce jeu-là. J'ai réduit mes contacts. Non par vengeance. Par hygiène. J'avais besoin d'un espace où ma parole n'était pas suspecte, où mon autonomie n'était pas négociable. Cette réduction a été perçue comme une distance froide. Elle était simplement nécessaire. Il m'est arrivé de ressentir une tristesse sourde. Celle qui accompagne la fin d'une illusion durable. J'avais cru, pendant longtemps, que la famille se réorganise toujours autour du plus fragile. J'avais confondu solidarité et contrôle. Ce que je voyais désormais, c'était autre chose. Une structure qui tenait parce que je me taisais. Sans ce silence, tout se révélait. Je n'ai pas jubilé de cet éclatement. Je ne l'ai pas observé avec satisfaction. Je l'ai constaté avec une lucidité calme. La vérité n'avait rien détruit. Elle avait cessé de soutenir un équilibre injuste. Peu à peu, je me suis sentie étrangère à ce chaos.
Comme si j'avais déjà franchi une frontière invisible. Je pouvais entendre, sans y entrer. Voir, sans intervenir. Pour la première fois, je n'étais pas la régulatrice, la médiatrice, la réparatrice. Mais je laissais chacun faire face à ce qu'il avait contribué à créer. Cette distance nouvelle m'a permis de respirer, de sentir que ma vie ne dépendait plus de leur regard, de leurs décisions, de leurs justifications tardives. Je n'étais plus l'objet d'un récit familial arrangé. J'étais une personne entière, avec une histoire qui m'appartenait. La famille continuait d'exister, bien sûr, mais autrement. Plus fragile, plus exposée, sans le coussin de mon effacement. Et dans cette désagrégation lente, parfois douloureuse, j'ai compris une chose essentielle. Certaines familles ne se brisent pas quand la vérité surgit. Elles se révèlent. Et ce qui se révèle n'est pas toujours ce que l'on espérait. Je n'ai pas quitté ma maison dans la précipitation. Rien ne m'y obligeait plus. Le juge avait parlé. La loi avait fixé les limites. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais habiter mon espace sans craindre qu'on me l'arrache sous couvert de protection. Mais quelque chose avait changé en moi. Même si je restais, je ne vivais plus comme avant. C'est pas là, j'avais cessé de m'excuser d'exister, cessé d'anticiper les malentendus, cessé d'heure. Arrondir les angles pour préserver une paix qui n'était jamais vraiment la mienne. J'ai commencé par réorganiser mes journées. De petites décisions, apparemment insignifiantes, mais profondément structurantes. Je choisissais mes horaires, mes priorités, mes silences. Je redécouvrais le plaisir de décider sans expliquer. Je me suis inscrite à des activités que j'avais longtemps repoussées. Des choses simples. Une marche hebdomadaire, un atelier de lecture, des rendez-vous réguliers avec moi-même. Ce n'était pas une fuite, c'était une reconquête. Je marchais beaucoup. Dans les rues de mon quartier, que je redécouvrais comme si je venais d'y emménager. Les mêmes arbres, les mêmes façades, mais un regard différent. Plus attentif, plus libre. Je remarquais des détails que je n'avais jamais vus, trop occupé à gérer ce qui ne me concernait plus. Je me suis aussi rapprochée de personnes nouvelles, des relations sans dette, sans passé lourd. Une voisine qui me saluait sans question. Une femme rencontrée au marché, avec qui je partageais un café sans avoir à justifier mes choix. Ces liens modestes avaient une douceur inattendue. Ils ne me demandaient rien d'autre que d'être présente. Alors, je pensais parfois à mon fils, à ce que cette épreuve avait brisé entre nous. Je n'éprouvais pas de haine, pas même de colère. Une lucidité tranquille. Je savais que le lien, s'il devait se reconstruire, ne pourrait le faire qu'à une condition. Le respect réel de ma parole. Sans cela, il n'y aurait rien. J'ai réfléchi longuement au pardon. On me le présente souvent comme une étape obligatoire. Je découvrais qu'il n'est ni automatique ni urgent. Il demande du temps. De la reconnaissance. Parfois, il ne vient pas. Et ce n'est pas une faute. Ce que je choisissais, à ce stade, ce n'était pas le pardon. C'était la paix. Une paix construite sur des frontières claires. Sur des décisions assumées. Sur la fin des arrangements flous, je me suis surprise à rire seule, parfois. À écouter de la musique sans penser à l'heure. À lire tard le soir sans culpabiliser. Ces moments, autrefois insignifiants, prenaient une valeur immense. Ils étaient la preuve que ma vie ne appartenait encore pleinement. Je ne me sentais plus menacée, plus surveillée, plus évaluée. Mon autonomie n'était plus un sujet de discussion. Elle était un fait. Ce nouveau départ n'était pas un grand changement extérieur. C'était un déplacement intérieur. Une manière différente d'habiter le monde. De me tenir droite, sans rigidité. D'avancer sans m'excuser. Je savais que tout n'était pas réglé. Que des blessures restaient ouvertes. Que certaines conversations n'auraient peut-être jamais lieu. Mais je n'attendais plus qu'on me rende ce qui m'était dû. Je le prenais. Dans cette vie plus simple, plus lente, plus consciente, je comprenais enfin que vieillir ne signifie pas renoncer. Cela peut aussi signifier choisir, pour la première fois, sans compromis. Et ce choix, silencieux mais ferme, était le plus précieux que j'ai jamais fait. Mais je repense parfois à ce jour où mon fils a prononcé, presque timidement, l'idée de me placer. À l'époque, j'avais cru que c'était une erreur, une maladresse, une inquiétude mal formulée. Aujourd'hui,
Je sais que ce n'était pas une phrase isolée. C'était le symptôme d'un glissement lent, imperceptible, mais réel, celui qui transforme une mère en charge, une femme en dossier, une vie en problème à résoudre. Il m'a fallu du temps pour accepter cette réalité sans me détruire. Comprendre que l'amour n'empêche pas toujours l'abus. Que les liens du sang ne garantissent ni la loyauté ni le respect. Et que certaines trahisons portent un masque si rassurant qu'on met des années à les reconnaître. Je ne me considère pas comme une héroïne. Je n'ai pas gagné par la force, ni par la ruse. J'ai simplement cessé de douter de moi. J'ai cessé d'accepter que l'on parle de ma vie comme si je n'étais plus capable de la comprendre. Ce renoncement au doute a tout changé. Longtemps, j'ai cru que la sagesse consistait à céder, à ne pas faire de vagues. L'après, à accepter les décisions des plus jeunes, comme une évolution naturelle des choses. Cette croyance m'a tenue tranquille, docile et vulnérable. On ne respecte pas quelqu'un qui s'efface systématiquement. On s'en sert. Ce que cette épreuve m'a appris, c'est que la dignité n'a pas d'âge. À peine, elle ne se perd pas avec les rides. Elle ne disparaît pas parce que le corps ralentit. Elle se tient, intacte, tant qu'on refuse de signer ce qui nous nie. Je regarde aujourd'hui mon fils avec un regard différent, ni dur, ni attendri. Lucide. Je sais qu'il devra vivre avec ce qui a été dit, écrit, tenté. Je ne le punis pas. Je ne le protège plus non plus. Je lui rends ce qui lui appartient, la responsabilité de ses actes. Quant à moi, je n'attends plus de reconnaissance tardive, ni d'excuses parfaitement formulées. J'ai compris que certaines prises de conscience arrivent trop tard pour réparer, mais jamais trop tard pour empêcher le pire. Je pense souvent aux femmes de mon âge qui vivent des situations similaires sans oser les nommer. À celles à qui l'on parle de sécurité, de confort, de repos, alors qu'on parle en réalité de mise à l'écart. Je voudrais leur dire une chose simple. Tant que vous comprenez ce qu'on vous propose, tant que vous savez dire oui ou non, votre place est là où vous décidez d'être. Ne signez jamais, pour simplifier si vous n'avez pas compris. Ne laissez jamais quelqu'un parler de vous sans vous. Ne confondez jamais fatigue et incapacité. Il n'est pas honteux de demander de l'aide. Il est dangereux qu'on vous l'impose. Je n'ai pas crié ma vérité. Je ne l'ai pas étalée dans les repas de famille. Je l'ai portée là où elle avait un poids réel. Devant la loi, devant les faits, devant un juge qui n'écoute ni l'émotion, ni l'habitude, mais la réalité. Cette justice-là n'a rien d'éclatant. Alors, elle est froide, précise, parfois lente. Mais elle protège. Elle trace des limites là où les sentiments deviennent flous. Elle rappelle que la vieillesse n'annule pas les droits. Aujourd'hui, je vis plus lentement, mais plus droite. Je choisis mes silences. Je choisis mes mots. Et surtout, je choisis de ne plus me taire pour préserver le confort d'Es. Autre. Si cette histoire doit laisser une trace, j'aimerais qu'elle soit celle-ci. On peut être âgé, seul, fatigué parfois, et pourtant parfaitement légitime à décider de sa vie. Le courage ne se mesure pas au bruit qu'on fait, mais à la fermeté tranquille avec laquelle on refuse l'injustice. Je n'ai pas gagné contre mon fils. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai gagné quelque chose de plus essentiel, la certitude de ne plus me trahir. Et c'est ainsi que j'ai compris, enfin, que le silence peut aussi être une forme de justice. D'où